Donc on va démarrer avec quelques petits exercices extrêmement rapides qui sont là pour vous montrer que quand on a affaire à des images qui sont de piètre qualité, si on ne connaît pas le système, on peut passer beaucoup de temps à essayer de les améliorer en bidouillant plein de choses, mais si on connaît le système, parfois en moins d'une minute c'est réglé. Et c'est ce qu'on va voir ici. On va donc utiliser quelque chose qu'on a vu précédemment qui est le réglage d'accentuation utilisé de manière détournée, c'est-à-dire que normalement l'accentuation doit être faible, je veux dire le rayon doit être faible dans le réglage d'accentuation, le rayon normalement doit être faible et le gain plus fort, mais on a vu que si on fait l'inverse, un gain moins fort que le rayon, ça donne du punch aux images. C'est ça qu'on va utiliser sur les images de paysages ternes. Je n'ai jamais essayé sur ces images-là, je viens de les découvrir et donc, comme je vous disais, j'aime bien mettre à l'épreuve mes explications sur des nouvelles images et ça amène des cas de figure parfois intéressants. Ensuite, les deux autres dossiers, vieille photo couleur et vieille photo noir et blanc, ça va être pour étudier le réglage de niveau pour régler des problèmes. Il y a des problèmes différents sur les deux images. Sur les photos noir et blanc, elles sont ternes. Les photos couleurs, il y a une dominante couleur. Elles sont dans un jus en couleur, en quelque sorte. Parce que c'est des vieilles photos couleurs. À propos de vieilles photographies, je ne sais pas si certains parmi vous connaissent le système pour les numériser. Donc pour numériser des photographies ou des négatifs ou des diapositives, des hectachromes, vous avez ce qu'on appelle des scanners à plat. Donc flatbed, c'est des scanners que vous connaissez tous en fait. Hein. Et pour pouvoir numériser des négatifs ou des diapositives, il faut absolument que... Ah, merci pour le zoom, génial. Il faut absolument qu'il y ait un rétroéclairage dans le capot. Voilà. Alors tiens, on se dirait, mais quel autre type de scanner il existe? Tout à fait. En effet, les scanners comme ça, parfois, peut-être pas cette marque-là, parce que c'est quand même des scanners très connus, le V850, le V750, ce sont quand même des références, un bon rapport qualité-prix pour, voilà, pour scanner des photos pas trop grandes, puisque c'est de la 4, ou des négatifs et des diapositives, c'est une référence. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais un bon rapport qualité-prix. Et ce genre de scanner, ce qui peut arriver en effet, c'est que le driver n'est plus adapté au dernier système d'exploitation. Raison pour laquelle, souvent, quand on trouve en vente des vieux scanners à plat, performants, ils sont vendus avec un ordinateur de l'époque qui fait tourner le système d'exploitation de l'époque. Et donc ça, c'est la bonne approche, c'est de garder un vieil ordinateur avec un ancien système d'exploitation juste pour piloter le scanner. Voilà, mais ça suppose bien sûr qu'on fait souvent de la numérisation de photos. Si c'est pour en faire 10 par an, scanner, numériser 10 photos chaque année, ça ne vaut pas la peine bien sûr. Mais... Alors Linux, je ne sais pas vous dire si l'utilisation de Linux pourrait aider, mais alors aussi on peut faire des émulations de systèmes d'exploitation dans un autre. Par exemple ici, sur le Mac de 2021, je peux émuler le système d'exploitation des années 90, le Mac OS 9. Ça, et c'est gratuit, il y a possibilité de faire ça. Ça peut être une solution aussi, mais bon, tout ça, ça devient un peu du bidouillage informatique. Et donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Pourquoi on parle de scanner à plat? Est-ce qu'il existe un autre type de scanner? Vous connaissez peut-être? Alors, on va essayer de trouver. Voilà. Si je tape Drum Scanner,
les scanners à tambour. Alors ça, c'est une technologie qui est la meilleure, mais c'est vraiment très chipot à mettre en œuvre. C'est beaucoup de chipotage. Et le principe, c'est qu'on a un cylindre en acrylique. Le nom commercial de l'acrylique, c'est plexiglas. Mais c'est de l'acrylique, en fait. Et on enroule ce qu'il y a à scanner, que ce soit opaque ou transparent, on l'enroule. Et au niveau, pour aller chercher le détail et vraiment et la précision, c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est vraiment pas conseillé de nos jours. J'en parle juste parce que anciennement c'était la technologie utilisée pour scanner avant que les scanners à plat ne se démocratisent dans les années 90. Avant, voilà, les bureaux de pré-presse avaient ce genre de machine et ça leur rapportait pas mal d'argent parce que pour scanner une photo, ils faisaient payer l'équivalent de 40 € par photo. Et vous imaginez le nombre de photos dans un catalogue. Donc c'était un métier assez lucratif. Donc voilà, ce dont tu parles, c'est des scanners de ce genre-là. Scanners spécialisés pour scanner des négatifs ou des diapositives. Et évidemment, il y a tous les prix. Il ne faut pas s'attendre pour ce prix-là à avoir la qualité aussi bonne qu'un autre plus cher d'une meilleure marque. Mais oui, ce genre de machine est une solution. Ceci dit, de nos jours, moi, je préférerais pour scanner des négatifs ou des diapositives utiliser un réflexe. Et il existe des systèmes qui permettent de mettre devant l'objectif de l'appareil photo, de mettre un support pour y glisser la diapositive ou le négatif ou la bande de négatif qu'on veut numériser. Voilà, ici pour trouver, j'ai tapé Digital Slide with a Reflex Camera et je tombe sur plein de systèmes comme ça. Voilà. Alors, pour tout vous dire, chez moi, à mon domicile, j'ai acheté, il y a de ça quelques années, à une université américaine d'occasion, un des meilleurs scanners, ceux qu'on a vus juste avant, là, les scanners spécialisés pour scanner, pour numériser les films et les diapositives. Un marque Minolta, densité 4,3, ça indique à quel point il est capable d'aller chercher du détail dans les parties sombres des diapositives. Ça, c'est un paramètre important, la densité, pour déterminer la qualité d'un scanner. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un peu has-been, les scanners maintenant. Beaucoup de gens utilisent des appareils photo. Et justement, les appareils photo, les réflexes ou les mirrorless, peu importe qui a un miroir ou pas, continuent d'évoluer. Les capteurs s'améliorent, ça devient de plus en plus précis la quantité de pixels que ça capture. Et donc, voilà, contrairement aux autres types de scanners qu'on a vus avant, je pense que c'est une bonne option d'utiliser un appareil photo pour numériser vos photos, parce que vous allez même pouvoir les photographier en RAW et faire du travail en profondeur pour améliorer la photo, en ayant un maximum d'informations capturées, contrairement aux autres types de scanners qu'on a vus avant qui ne photographient pas, qui ne scannent pas en RAW. Ils vont générer du TIFF, ce sera peut-être du TIFF avec une profondeur de pixels plus importante que le standard, ce sera peut-être du 16 bits au lieu de 8 bits, c'est-à-dire qu'il y a plus de nuances que dans une photo RVB standard. On a juste un tout petit peu parlé de cette notion de profondeur de pixels tout à l'heure l'autre jour quand je vous ai montré le site Idico TV, la chaîne Idico TV sur YouTube qui parlait un peu de ça. Il y avait une vidéo spéciale pour ça. Donc voilà, en gros, en 3 minutes, je vous ai dressé le portrait. On a commencé par les scanners à plat qui, lorsqu'ils ont un dos rétroéclairé, permettent également non seulement de scanner des opaques, mais également des films négatifs ou des diapositives. On a parlé des scanners rotatifs
Moi, j'ai pas utilisé ce terme-là, j'ai utilisé scanner à tambour, mais on parlait aussi de scanner rotatif. C'est une technologie qui existe depuis les années 50, je pense, et qui est disparue vers la fin des années 90, quand les scanners à plat se sont fort améliorés et ont concurrencé. Ils ne sont jamais arrivés, les scanners à plat, à la qualité des scanners rotatifs, mais la différence ne justifiait pas la différence de prix, parce qu'un scanner rotatif, vous voyez, avec le cylindre en plexiglas, comme je vous ai montré, on parle de prix entre 25 et 100 000 euros le scanner. Donc, et un scanner à plat, c'était beaucoup moins cher. On s'en sortait pour les premiers scanners à plat professionnels des années 90, utilisés en agence de pré-presse, 5 000 euros, vous en aviez un bon. Voilà, et maintenant, et je vous ai montré aussi donc des scanners à plat semi-professionnels, on va dire, à 700, 800 euros. Voilà, mais après, je suis passé sur les scanners spécialisés en numérisation de films et de diapositives, les petits scanners qui ne font que ça. Et je finis ici par vous dire, mais finalement, tout ça, c'est quand même un peu dépassé comme technologie. Et la meilleure solution, ce serait d'avoir un support spécial pour numériser, si vous avez bien sûr un bon appareil photo numérique, numériser vos négatifs couleur ou noir et blanc ou diapositives. Alors, le négatif couleur, c'est tout à fait particulier, puisque vous savez que l'acétate, le plastique est coloré, il est orangé sur les négatifs couleurs. Et il faut se débarrasser de cette couleur. Les papiers photo, quand on développe le négatif sur le papier photo couleur, ben, tout le processus est prévu pour évidemment neutraliser, effacer cette gomme orangée. Par contre, quand on numérise, il faut vraiment posséder ce qu'on appelle un profil de négatif. C'est un profil qui est spécialement prévu pour bien neutraliser cette couleur orangée et obtenir des bonnes couleurs avec le négatif. Ce ne sera jamais aussi bon qu'avec une diapositive, qui elle n'a pas ce problème-là, bien sûr, puisque la diapositive c'est transparent, là où c'est blanc c'est transparent, quoi. Voilà. Alors pour les négatifs couleurs, vous aurez même des profils spécialement pour chaque type de négatif. Il y a quand même les deux grandes marques, Agfa et Kodak. Voilà, pour le couleur, oui. Quelle autre grande marque pour faire du couleur, qui fabriquait des films couleur, à part Agfa et Kodak? Fuji, voilà, c'est ça, c'est les trois. C'est les trois. Et donc, en fonction du film que vous numérisez, pour arriver à neutraliser la coloration orangée du négatif, il va falloir utiliser le bon profil. Sachez que vous n'obtiendrez donc jamais aussi bien qu'une diapositive malgré tout, ce qu'on appelle un hectachrome. Mais vous savez, le problème de l'hectachrome, c'est qu'au moment de la prise de vue, c'était très difficile parce qu'il fallait vraiment avoir le bon temps d'exposition par rapport au négatif. Il y avait plus de latitude, c'était plus cool le négatif, on pouvait se tromper au niveau du temps d'exposition, ça ne portait pas trop à conséquence, tandis qu'un hectachrome, une diapositive, si c'était surexposé ou sous-exposé, un peu, c'était quand même très ennuyeux, ça se voyait. Pour rattraper le coup par la suite, c'était pas facile. Bien. Avez-vous des questions, des interrogations philosophiques, des remarques par rapport à tout ça ? Donc, le nom de ce dispositif, c'est un adaptateur, ça porte différents noms, donc duplicateur de diapositives, adaptateur, support pour diapositives, pour appareil réflexe, voilà. Moi, j'ai tapé ceci dans Google pour trouver, et on les trouve. Je pense pas qu'il y ait vraiment un nom standard pour ça. Un adaptateur pour objectif, pour numériser des films et des diapositives. Ah oui, il y en a qui se font leur propre
homemade, do-it-yourself, numériseur de... Alors ça, je suis pas certain que ce soit... si, c'est pour les diapositives, celui qu'il montre là. Oui. Donc voilà. Il y a des solutions aussi qui peuvent être faites. Ok. Tiens, il y en a un ici. Dirait-on qu'il va directement dans le projecteur d'un... Oui, dans l'objectif d'un projecteur d'IA. Ça, j'avais jamais vu ça. Ah voilà, avec un soufflet pour photographier le négatif qui est posé sur une table lumineuse. Les tables lumineuses, vous en trouvez. Mais encore faut-il que la lumière soit de bonne qualité, c'est important. Vous savez que les diodes, c'est pas une bonne qualité nécessairement de lumière. Peut-être que rien ne vaut la lumière du jour pour faire ce genre de numérisation. Et donc, comme je vous disais, je me suis payé il y a quelques années, ça m'avait coûté 850 €, je pense, un numériseur de diapositives vraiment le haut de gamme. Mais malgré ça, je le laisse sur une étagère maintenant. Si je dois numériser une diapositive, je ferai ce système-là. Voilà. Et j'en ai à numériser d'ailleurs. Comme beaucoup de monde, on a ça, plein de caisses de choses à numériser dans les tiroirs, mais on n'a pas toujours le temps. Dans les années 80, je faisais beaucoup de photographies en relief, pour la petite histoire. Mais ça n'intéresse personne, mais avec 2 réflexes synchronisés l'un à côté de l'autre. Donc j'ai plein de photographies en relief de villes américaines, notamment dans les années 80. Et donc voilà, c'est ça que j'ai à numériser. Et on va voir après ce qu'on peut en faire. Peut-être un petit catalogue photo. On va voir. Ah oui, à propos de catalogue photo. De livres. Ça, vous ne savez peut-être pas. C'est vrai que je fais des parenthèses ici, mais je pense que c'est intéressant de parler de tout ça. Est-ce que vous connaissez le principe du print on demand? Ça vous dit quelque chose? Ça dit quelque chose à quelqu'un? L'impression à la demande. Alors là, je m'adresse à ceux qui auraient envie un jour de faire un livre avec juste du texte ou avec un peu d'images avec, ou alors un livre avec beaucoup d'images, peut-être presque que des images. Oui, j'ai un collègue, par exemple, qui est cinéaste photographe et qui vient encore de sortir dernièrement un livre où il n'y a que des images. Une image par page, et le livre doit faire dans les 300 pages. Donc, il faut savoir qu'avant, pour faire un livre, ça coûtait cher. Il fallait passer par un éditeur pour être certain d'être bien distribué, d'être visible dans les librairies. Il fallait éventuellement passer par un imprimeur, imprimer 5000 exemplaires du livre, ou peut-être 2000, allez. Mais enfin, quand même, mettre en route une presse pour imprimer, c'est coûteux. Il faut faire les plaques offset, il faut mettre en route la presse, c'est coûteux. Donc on ne le fait pas pour peu d'exemplaires en principe. On ne va pas se dire, tiens, j'en fais 2000 aujourd'hui et dans 6 mois, je vais en refaire 2000 si ça marche bien à la vente de mon livre. Ça va vous coûter très cher, ce genre de décision. Donc ça, c'est les problèmes d'avant. Nécessité d'avoir un éditeur pour être visible et pour vendre. Devoir éventuellement, si on n'a pas d'éditeur, faire une édition sur compte propre. Je crois que c'est ça le terme, si je me souviens bien. Un compte d'auteur, voilà, je pense que c'est ça. Un compte d'auteur, c'est-à-dire sans passer par un éditeur. C'est mal vu, à des milieux intellectuels. Votre livre a peu de chances de se retrouver dans une bibliothèque s'il est fait à compte d'auteur, mais peu importe. Et donc, un compte d'auteur, ça veut dire que vous devez sortir des milliers d'euros pour imprimer vos exemplaires et puis aller les vendre d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, tout a changé parce qu'il y a l'impression de livres en numérique. Donc, c'est des espèces d'immenses photocopieuses couleur laser
ce qu'on appelle des presses numériques, qui sont capables d'imprimer des livres, et à la sortie, il y a le façonnage, c'est-à-dire que les pages sont pliées, reliées, il y a une couverture. Donc ça, c'est génial. Voilà, ça ressemble à ça, une presse numérique, c'est une immense photocopieuse en fait. Et il y a une partie avec le façonnage éventuellement, évidemment. Voilà, où ça s'ajoute, ça peut être à part. Le façonnage, ça coûte cher. Hein. Mais donc, voilà, comment ça fonctionne de nos jours. Si vous voulez éditer un livre vous-même, et vous aurez même le numéro ISBN, ce qui prouve que c'est un vrai livre référencé. Quand vous avez le ISBN, tout le monde connaît ça. Les numéros ISBN, vous avez ça sur chaque livre. Mais vous aurez un numéro ISBN. Alors, le principe, c'est que vous envoyez votre PDF sur une plateforme de vente de livres, mais ils ne vendent pas nécessairement que des livres. Hein. Ils vendent plein de choses, des objets. Les grosses plateformes, vous les connaissez, je ne vais pas les citer. Vous envoyez votre PDF là, et votre livre est en vente. Sauf que le livre n'existe pas encore. Si quelqu'un achète le livre, à ce moment-là, votre PDF sert à imprimer un exemplaire du livre qui va être envoyé à la personne. Ça va être emballé, envoyé à la personne. Donc vous, c'est génial, vous n'avez même pas envoyé aux gens qui achètent en ligne et vous n'avez pas imprimé des exemplaires à l'avance, puisque c'est imprimé à la demande. C'est ça que ça veut dire. Quelqu'un achète le livre, on en imprime un exemplaire. Tout ça passe évidemment sur la presse numérique automatiquement et c'est imprimé entre deux autres demandes d'impression d'autres clients. Voilà, en permanence, ça tourne 24 heures sur 24. Et les qualités d'impression sont devenues aussi bonnes que l'impression chez un imprimeur. Il est difficile de voir la différence maintenant. Bien entendu, vous pouvez choisir le format de votre livre, la qualité de papier, etc. Donc ça, je tenais à le dire, le print on demand, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Oui, ça se fait aussi pour les t-shirts. Oui, quand vous voyez des t-shirts avec du graphisme en vente sur des sites web, il n'existe pas les t-shirts. Il n'existe pas, et peut-être que personne ne va en acheter un. Il y en a certains, ils ne se vendront jamais. C'est quand quelqu'un l'achète que ça part à l'impression et c'est envoyé au client. Je ne sais pas si vous connaissiez ce nouveau, entre guillemets, ça fait quand même quelques années, ce nouveau concept du print on demand qui permet à des créateurs sans investissement aucun de vendre. Et donc, pourquoi sans investissement aucun? Parce que, bien sûr, la plateforme qui vend le livre ou le t-shirt, ou peu importe, ça peut être des mugs aussi, des tasses, ou plein d'autres choses, voilà, l'imagination est au pouvoir. Hein. Eh bien, elle prend un pourcentage, voilà. Ça lui coûte quelque chose, évidemment, d'imprimer, mais le produit est vendu plus cher, et ils retiennent un pourcentage de la vente. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez rien à investir avant. Vous n'avez que du bénéfice. Exactement, ils s'occupent de la livraison aussi. Oui, oui, oui. Ah ben oui, comme ça, s'il y a un problème de livraison, c'est pas de votre faute. Si le client dit qu'il n'a pas reçu le produit, c'est pas de votre faute, c'est de la faute de la plateforme. Voilà. Bon, c'est un nouveau type de commerce. Il y a du pour et du contre, bien sûr, mais voilà. Et rien n'empêche aussi, bon, à côté de ça, que certaines personnes se fassent leur petit atelier de sérigraphie ou impriment eux-mêmes leurs livres. Mais c'est surtout pour les t-shirts que, voilà, les deux choses peuvent cohabiter, je veux dire. Hein. Ça n'empêche pas qu'il y ait des petites entreprises qui peuvent fonctionner localement pour répondre à une demande plus locale, avoir un contact direct avec les clients. Voilà. Bon, que dire de plus? Avez-vous des questions?
Bon, alors, quel est le rapport avec la formation Photoshop? Ben parce que Photoshop, il y a des chances que vous soyez photographe, amateur, pro ou semi-pro, peu importe. Et donc, on parle de la diffusion de vos produits, vous faire connaître, voilà, vous faire connaître, vendre vos produits, faire des livres d'images. Bien. Certaines personnes font aussi leur CV sous forme de livre. Ça se fait aussi, mais évidemment là, c'est pas quelque chose qui se vend. Je veux dire, il faut investir. Vous recevez vos CV imprimés sous forme de livres et voilà. Mais c'est très marginal. Je le cite juste ici. Je dis pas qu'il faut le faire parce que ça demande un investissement. Voilà. Le CV, c'est un sujet délicat. Est-ce qu'il faut qu'il soit graphique? Est-ce qu'il faut qu'il soit simple? Il y a plusieurs écoles là-dessus. On pourra en reparler si vous voulez à un certain moment du CV. Je vais vous expliquer mon point de vue sur à quoi doit ressembler un curriculum vitae, un CV. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur le principe. Donc on va commencer par les paysages ternes. En extension WebP, on peut oublier, on ne va pas l'ouvrir. Il y en a une autre qui pose problème, c'est celle qui a une fin d'extension bizarre. Ça, c'est parce que ça vient d'un site qui, apparemment, pour qu'on ne puisse pas utiliser les images, sans doute, a modifié la fin ici. Et je pense, vous me l'avez dit, hein, si on supprime le point d'exclamation d.jpeg, là, voilà, je le supprime, elle devrait arriver à s'ouvrir finalement. Donc, testons un peu le système qu'on a vu hier, l'accentuation des détails. On va d'abord aller dans la palette des calques. Palette des calques, transformer le calque d'arrière-plan en objet dynamique. Comme ça, le filtre accentuation qu'on va mettre, il apparaîtra là. Il sera modifiable après l'avoir placé sur le calque. Donc, clic droit à droite du nom ici. Convertir en objet dynamique. Voilà. Du coup, en allant dans le menu filtre, renforcement, accentuation, filtre, renforcement, accentuation, OK. Quand on applique, il apparaît dans la palette des calques. Tout filtre mis sur un objet dynamique devient un filtre dynamique. On va double-cliquer sur le mot accentuation et on va voir ce qui se passe si on met un rayon fort et un gain plus faible. Qu'est-ce que ça dit au niveau de l'image? Est-ce qu'elle devient plus sympa? Ben oui. C'est un peu magique, hein. Donc ça correspond un peu au filtre enlever le voile que vous avez dans Lightroom ou d'autres logiciels de développement d'images brutes. Alors dans cette formation-ci, les images RAW, on ne va pas en utiliser beaucoup. Parce qu'il y a une formation spéciale pour photographes où on les utilise un peu plus. Donc ici, c'est pas une image RAW, donc c'est bien une image JPEG au départ, hein. Voilà, ok. Donc quand on enlève l'œil en face, on remarque quand même qu'on a réussi à supprimer cet effet de voile, de brouillard. C'est donc pas mal, quoi. Pour améliorer une photo qui est extrêmement terne, ça peut être une solution. Après, les couleurs, on peut encore retravailler. Ok. Après, il faut être un peu créatif. Comme ceci, par exemple. Je prends le calque 0. Je le duplique. Sur la version du dessus, oui, c'est la copie que je viens de faire, je vais jeter l'accentuation à la corbeille. Donc je me retrouve donc avec la version originale au-dessus, la version filtrée en dessous.
En activant la version originale du dessus et en jouant sur l'opacité, je peux mélanger les deux et voir ce que ça donne. Parce que peut-être que entre l'image non filtrée et l'image filtrée, quelque part entre les deux, il y a une image encore meilleure quand on mélange les deux. Donc là, je joue sur le curseur opacité. Voilà. Donc voilà, complètement à gauche, 0% d'opacité, bien sûr, c'est uniquement l'image filtrée. Totalement à droite, 100% d'opacité, c'est uniquement l'image non filtrée. Entre les deux, c'est un mélange. Voilà. Ok. Peut-être que c'est pas mal, ça, 21% finalement. Bon, je vais conserver ça. Enlever l'œil. Peut-être redémarrer un duplicata. Je vais assez vite ici, hein, parce que, voilà, c'est assez simple et vous avez l'occasion de voir. Donc, encore une nouvelle copie. Sur celle-là, qu'est-ce qui se passe si on modifie le mode de fusion? Oui, tout à l'heure j'ai modifié l'opacité sur celle-ci. C'était l'opacité qui avait été modifiée. Mais sur celle-ci, on peut tester différents modes de fusion. Différentes manières de mélanger les pixels de cette image avec les pixels d'en dessous. Vous voyez, je passe le curseur là, au-dessus des différents items du menu des modes de fusion. Lumière ponctuelle, c'est pas mal. C'est un peu empirique, hein, parce que c'est difficile de prévoir. Chaque photo étant différente. Quand même très différent. Lumière ponctuelle ou lumière linéaire. Lumière tamisée, c'est pas mal aussi. Voilà, bon, vraiment ça dépend aussi du genre qu'on veut donner à la photo, le style qu'on veut donner à la photo. Et donc ça peut être une solution de faire ça. Allez, je vais me mettre en lumière ponctuelle. Bien. Donc là, j'ai juste changé le mode de fusion. Si j'enlève l'œil ici et que je réaffiche l'autre, je vais pouvoir comparer. Donc ça, c'est la première avec l'opacité à 21%. Voilà comment ça modifié. Ça, c'est l'autre avec lumière ponctuelle. Hein? Il n'a pas l'air de modifier trop, finalement. Bon, ben finalement, il ne modifie rien. Ça veut dire que j'ai... L'image d'en bas, c'est celle qui me paraît encore la meilleure, sans chipoter comme ça. Et il y a quand même une ambiance de nuit ici, en produit, qui est pas mal. Voilà, ouais. On a une ambiance de fin de jour, si on met le mode produit. Vous voyez, c'est juste des tests, hein, chaque image étant différente, je vous donne des pistes pour tester. Et en plus de changer le mode, vous pouvez aussi tester, modifier l'opacité. Les deux se combinent. Voilà. Alors, cette image un peu sombre me rappelle que une astuce quand vous devez imprimer des documents, imprimer des images. Ça a été mon métier dans les années 90, j'étais photograveur. Donc les publicités dans les magazines, les publicités sur les affiches dans les villes, c'était mon métier dans les années 90. Et puis les choses ont changé avec l'apparition du numérique, les exigences de qualité ont changé et je me suis redirigé vers autre chose finalement. Mais oui, parce que rien n'est jamais figé au niveau des métiers. Mais donc je peux vous donner quand même un conseil suivant mon expérience, c'est que voilà, l'idéal c'est quand vous imprimez une image, quand vous la retouchez, c'est que évidemment elle soit avec les bonnes intensités lumineuses et les bonnes couleurs sur le papier. Mais c'est pas toujours facile de tout contrôler malgré tous les efforts. Et donc il y a des déviances qui peuvent apparaître. Soit l'image va être trop claire, soit elle va être trop foncée.
Ben oui, si elle n'est pas à la bonne intensité lumineuse, elle peut être que trop claire ou trop foncée. Eh bien franchement, il vaut mieux 100 fois mieux qu'elle soit trop foncée que trop claire. Il n'y a rien de pire qu'une image qui est imprimée trop claire. C'est pauvre. Tandis qu'une image qui est trop foncée, eh bien, au niveau ressenti de la personne qui voit l'image sur le papier, ça passe. Parce que c'est riche, il y a de l'encre, il y a de la matière, il y a de la densité. Et donc voilà, si vous voulez être certain que vos images, quand vous les imprimez, le résultat est tip-top ou acceptable, faites-les un peu plus foncés que vous auriez prévu de les faire. Et comme ça, vous ne serez pas déçus. Vraiment, une image à l'inverse, trop claire, laiteuse, ça fait cheap, ça fait pauvre, c'est mal perçu. Donc voilà mon conseil que je vous donne après avoir vu cette image sombre, et je me dis, tiens, si on doit l'imprimer, on va pas hésiter à la faire sombre. Donc on va s'occuper des vieilles photos en noir et blanc maintenant. Donc dans Photoshop, on va ouvrir les photos. Alors au niveau des extensions, c'est du JPEG, JPEG, JPEG. JPEG, c'est la même chose, ça passera. Donc là, je peux tenter d'ouvrir les 4 d'un coup, ça devrait le faire. Bien. Il faudrait peut-être quand même qu'à un certain moment, je règle dans le menu édition couleur, que doit-il faire en cas de profil manquant, parce que chaque fois là, je dois, pour chaque image que j'ouvre qui n'a pas de profil inclus, je dois manuellement lui dire. Mais ça peut se régler, on peut faire ce qu'on appelle des règles de gestion des couleurs pour automatiser. Donc ici, quand il n'y a pas de profil inclus, systématiquement, j'applique un profil. Ah tiens, ça c'est une image qui n'a qu'une seule couche, celle que je vais ouvrir, là, pas celle qui est derrière, ça c'est une qui est déjà ouverte, mais celle que je suis en train d'ouvrir ici, apparemment, c'est une image à une seule couche, noir et blanc, niveau de gris donc. C'est pour ça qu'ils ne proposent pas d'appliquer le profil sRGB. Ok. Voilà, donc des vieilles photos qui ont des problèmes, mais le problème qu'elles ont, ça fait partie aussi de leur charme, donc faut-il le corriger ou pas? Parce que c'est un côté historique, cet aspect terne en fait. C'est ce manque de dynamisme dans les lumières. Ça a un aspect historique qui peut être intéressant. Là, ici, c'est les tons sombres qui sont plutôt gris foncé plutôt que d'être noirs dans les parties les plus sombres. Ici, on va voir. Et là, clairement, il n'y a quasiment que du gris moyen dans cette image. Pas de noir et de blanc. Donc voilà. Ça peut être très bien de les imprimer telles quelles, de les utiliser telles quelles, de les montrer sur un site web tel quel. Ça peut être très bien, ça a un côté sympa, mais on va voir comment, si on veut, on peut les améliorer. Alors commençons éventuellement par cette équipe de baseball. Si je ne me trompe pas, c'est du baseball. Donc il s'agit d'une image en couleur en fait. Non, c'est une image noir et blanc, mais numériquement, je veux dire, l'image numérique ici, c'est du RVB. C'est pour ça qu'il y a cette teinte sépia qui est là. Si on voulait la supprimer, ce serait image réglage désaturation. Mais on ne va pas le faire ici. On va aller chercher pour l'exercice ici un réglage destructif. On ne va pas l'utiliser sous forme de calque de réglage. Donc, ce n'est pas dans calque, nouveau calque de réglage, ce n'est pas là. On va aller dans image réglage. Donc, on va attaquer directement les pixels, les modifier.
image, réglage, et on va aller chercher niveau. Donc dans tous les réglages, dans toute la liste ici, dans tout le menu, vous avez plein de réglages dont on ne va pas tous les voir, mais on en verra quelques-uns qui peuvent être intéressants. On a déjà vu noir et blanc, pour transformer une image couleur en noir et blanc. Négatif, on avait vu aussi pour inverser le contenu d'une couche alpha, on avait fait ça. Bon, ce qui nous intéresse donc ici, c'est niveau. Raccourci CTRL L sur le PC, commande L sur le Mac. L pour levels, niveau. Alors voilà, vous avez un histogramme qui vous montre la quantité de pixels pour les différentes intensités possibles dans l'image. Donc, cette zone-ci, c'est les pixels gris foncé, bien sûr. Là, c'est les gris moyens. Et là, c'est les gris clairs. Donc, ce qu'on remarque, c'est que dans cette image, il y a très peu de gris clairs. Et finalement, les tons foncés, le noir, il n'y en a pas beaucoup non plus. Ce qu'il y a beaucoup, c'est du gris moyen. Donc ces différentes barres, c'est un graphique qui montre les quantités. Et le tout s'appelle un histogramme. Alors, bonne question, j'allais en parler. Pourquoi est-ce qu'il a l'aspect d'un hérisson? J'aurais plutôt utilisé le mot peigne, mais ça, c'est typique des images qui ont subi une retouche, en fait. Quand une image a été retouchée au niveau des couleurs, qu'il y a eu une correction, et que ça s'est fait sur une version pauvre au niveau du nombre de nuances au départ de l'image, une image RVB 8 bits, pas une 16 bits, donc c'est-à-dire par couche, seulement 256 niveaux de luminosité, et pas 32 000. C'est ça la différence entre 8 bits et 16 bits par couche. Les images et donc c'est typique des images retouchées, cette espèce de peigne, c'est suite au traitement informatique qui a eu lieu. Mais ce n'est pas très très grave. C'est juste que les dégradés seront peut-être un peu moins bons. Les transitions, on peut penser que ce sera, il y aura peut-être des effets de bande dans les dégradés. Alors, quoi qu'il en soit, comment tenter de retoucher rapidement cette image? Eh bien, c'est simple. Vous allez prendre les extrémités ici et les déplacer. Celle-là vers la gauche, bien sûr, il n'y a pas le choix. Celle-là vers la droite. On est en train de redéfinir l'image. C'est-à-dire que toutes les informations de l'image sont redéployées entre le ton le plus foncé et le ton le plus clair. C'est ça en fait. Hein. Et on peut dire que cette image n'utilise pas totalement toutes les possibilités de luminosité, du noir au blanc. Et en faisant ceci, on lui dit oui, toutes ces informations-là, les gris clairs, vont s'éclaircir. Et là, ce sera même du blanc, ces informations-là. Et toutes ces informations-ci, qui sont du gris foncé, vont s'assombrir. Et là, ce sera même du noir. Et vous avez ce qu'on appelle du clipping, c'est coupé. Ça veut dire qu'il y a certaines informations qui sont définitivement perdues, et là aussi, donc dans les tons les plus foncés et dans les tons les plus clairs, ce qui est ici à droite de l'indicateur, c'est ces informations qui n'apparaîtront plus dans l'image après traitement, et là, ce qui est à gauche, ça n'apparaîtra plus non plus. Le tout, c'est de voir est-ce que globalement l'image est améliorée. Alors, si on coche et on décoche la case aperçue, vous devriez avoir l'impression qu'il y a comme une espèce de voile qui disparaît de l'image. Et alors, comme prévu, si je regarde le nuage là derrière, il y a des nuances très claires qui deviennent blanches. Ce sont les pertes ici. Même chose sur les fronts des personnages. Il y a des nuances qui disparaissent dans les parties les plus claires. Donc, en regardant l'image,
vous bougez les extrémités pour obtenir le meilleur réglage, celui qui améliore l'image, mais sans faire perdre trop d'informations dans les parties les plus claires et les plus foncées. Vous avez aussi l'indicateur du milieu qui sert à dire tiens, ça c'est le gris moyen, mais si je fais ça, on avait fait ça d'ailleurs hier, on avait touché à ce curseur, j'indique que ce qui est foncé devient moyen, donc ça s'éclaircit. Ou si je vais dans l'autre sens, j'indique que ce qui est clair devient moyen, donc ça s'assombrit. Donc c'est les tons moyens, le réglage des tons moyens. Et donc il faut jouer sur les trois curseurs en fait, pour essayer d'améliorer l'image. Voilà. Bon, on peut dire que on a un peu amélioré l'image, tout en la préservant quand même. Les curseurs tout en dessous, ça il ne faut pas y toucher. Ça va rendre terne. C'est l'inverse de ce qu'on est en train de faire là au-dessus. Donc dans ce cas-ci, on n'y touche pas le curseur d'en dessous, au niveau de sortie, on ne touche pas, on ne touche qu'au niveau d'entrée. Ça veut dire quoi niveau d'entrée, niveau de sortie? On en parlera quand on sera avec le réglage des courbes un peu plus loin, quand on touchera au réglage des courbes, qui est similaire au réglage niveau, mais qui présente les choses différemment, et les modes de calcul sont différents quand même, mais il y a des similarités. Donc je vais bientôt cliquer sur OK pour modifier définitivement les pixels de cette image, puisque je suis en mode destructif. Ici je suis allé chercher dans Image, Réglage, Niveau. C'est pas un calque de réglage. Après transformation de l'image, normalement on devrait avoir comme histogramme la même forme, mais plus large, qui occupe plus l'espace, parce que c'est ce qu'on a fait, en indiquant que ceci devient noir et ceci devient blanc. C'est ce qu'on fait, on élargit, on travaille sur la dynamique de l'image au niveau de luminosité. Je clique sur OK. Si je retourne dans Image, Réglage, Niveau, on a bien ce que j'avais prédit. Même forme, mais qui occupe cette fois-ci beaucoup plus tout l'espace, tous les niveaux de luminosité possibles dans une image numérique. Je clique sur Annuler. Alors les pipettes, c'est pour cliquer dans l'image, pour utiliser les niveaux de luminosité des pixels sur lesquels on clique en tant que référence. Mais on va surtout utiliser la pipette grise pour modifier des ambiances colorées dans les images. Ça c'est quelque chose qu'on verra, que ça peut servir rapidement à chercher des ambiances colorées. La pipette grise, qui est la pipette de la coloration des tons moyens, qu'on pourrait comparer un peu à la balance des blancs en fait. Alors, vous avez aussi menu fenêtre, histogramme. Vous avez une palette spécialement pour l'histogramme. Ok, alors, affichage agrandi, oui, dans la palette, dans le menu ici. On peut faire la palette plus grande. Voilà. Donc, l'histogramme, on le voyait quand on allait dans Image, Réglage, Niveau, mais il y a aussi une palette qui s'appelle histogramme. Vous allez dans le menu Fenêtre, histogramme avec un H. Ici, j'ai choisi de l'afficher avec toutes les couches, affichage de toutes les couches. Et comme ça, on voit les trois couches rouge, vert, bleu superposées. Et on les voit séparées aussi, rouge, vert et bleu. Et rouge et vert sont très similaires. Bleu est un peu différent ici. C'est la coloration sépia. Hein. Si l'image n'est pas réellement neutre, du vrai gris sans coloration, c'est qu'il y a une des couches qui est différente des autres. Et dans ce cas-ci, c'est surtout la bleue. On avait dit qu'on aurait pu transformer, désaturer, et là on aurait finalement les trois couches identiques. Oui, parce que pour faire du gris dans une image RVB, il faut les mêmes informations dans les trois couches. On peut tester là.
Image, réglage. Image, réglage, désaturation. En principe, les 3 couches seront les mêmes du coup. Voilà. C'est du gris. Il n'y a plus la coloration d'origine de l'image. Et on a exactement les mêmes informations dans les 3 couches. C'est ça le principe. Ce sera encore plus compréhensible, je pense, si je vais chercher la palette des informations. Menu, fenêtre, informations. J'enfonce cette touche. Non, ça ne marche pas ici, je ne dis rien. Voilà, quand je survole l'image, là où je suis, ça me montre quelle est l'intensité du pixel qu'il a en dessous. Hein. 248, 248, 248. Donc la même quantité de lumière rouge, vert, bleu, ça fait un gris neutre, sans coloration. Lumineux ici, parce que ça va de 0 à 255. 0 c'est du noir, 255 c'est du blanc. Ici, si je vais sur une partie plus sombre, 43, 43, 43. Donc vous comprenez, on peut avoir du gris parfait dans une image RVB, mais il faut que pour le pixel gris, on ait la même quantité de rouge, vert, bleu. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est pas un problème que ce soit des images RVB. C'est des images RVB qui montrent des photos noir et blanc, mais c'est pas un problème. Tiens, et si je fais image, réglage, niveau, et que je vais, au lieu de travailler sur les 3 couches en même temps, travailler par exemple sur la rouge, et modifier pour la couche rouge l'intensité des tons moyens. Vous voyez ce qui se passe? Bon, ça colorise l'image. Ben oui. C'est le principe. Si une des couches n'est pas la même que les 2 autres, pour une image grise, il y a une dominante couleur qui apparaît. Et ça peut être sympa. On peut donner une coloration. Donc ça, c'était dans la couche rouge. Je vais la remettre à 1. Si je descends sur la couche verte, voilà. Si je descends sur la couche bleue, voilà. Ok. Alors, vous connaissez peut-être, ben oui, le mode CMJN, la manière de créer des couleurs avec des pigments. Quand vous faites de l'aquarelle, quand vous faites de la peinture à l'huile, quand vous faites de la gouache, quand vous faites vos couleurs pour repeindre vos murs, vous mélangez des pigments. Bleu, cyan et jaune, ça fait du vert. Ok. Bleu, cyan et magenta, ça va faire du bleu. Enfin, c'est les mélanges de pigments. Eh bien, ici, on est sur une image RVB, il y a 3 couches, rouge, vert, bleu. Quand vous mettez le curseur rouge vers la gauche, vous transformez l'image en rouge. Pour apprendre à corriger les couleurs, ça c'est très intéressant ce qui est expliqué ici. Quand vous mettez le curseur vert vers la gauche, c'est du vert. Et sans grande surprise, quand vous mettez le curseur bleu vers la gauche, c'est du bleu. D'accord, donc pour chacune des couches, curseur vers la gauche, ça donne la couleur de la couche. Et si je me mets sur rouge et que je vais vers la droite cette fois-ci, ça donne du cyan, du bleu cyan. Donc c'est pas du bleu marine, c'est du bleu un peu verdâtre. Couche verte, si je vais vers la droite, ça donne du magenta. Couche bleue, si on va vers la droite, ça donne du jaune. Donc, mortalité de l'histoire, rouge, vert, bleu. Vous pouvez considérer que c'est cyan, magenta, jaune. Les correspondances sont là.
Donc si vous n'êtes pas trop habitué au mélange de lumière et vous êtes plus habitué au mélange de pigments, ça peut vraiment vous aider pour la suite, ça, de considérer que rouge, vert, bleu, c'est cyan, magenta, jaune, malgré que vous travaillez dans une image RVB. Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Alors, je suis sur la couche rouge. Si je vais vers la gauche, c'est rouge. Si je vais vers la droite, c'est cyan. Pourquoi cyan? Mais parce que cyan, c'est fait avec les deux autres couches, verte et bleue, en allant vers la droite comme ça. Je défavorise le rouge en faveur des deux autres couches. Vert et bleu, et ça fait du cyan. Même principe ici, vert. On a vu, si on va vers la gauche, ça fait du vert. Si on va vers la droite, ça fait du magenta. Pourquoi? Parce que je favorise les deux autres couches, rouge et bleu, qui font du magenta. Et dernièrement, en dernier lieu, le bleu, si on va vers la gauche, ça fait du bleu. Si on va de l'autre côté, ça fait du jaune. Pourquoi? Parce que je favorise les deux autres couches, rouge et vert ensemble, ça fait du jaune. On parle de lumière. On parle bien de lumière. Couche rouge vers la droite, c'est du cyan, parce que rouge et bleu, c'est du cyan. Couche verte vers la droite, c'est du magenta, parce que rouge et bleu, ça fait du magenta. Et couche bleue vers la droite, ça fait du jaune, parce que rouge et vert, ça fait du jaune. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à comprendre quand on est habitué au mélange de pigments, que de la lumière rouge et verte mélangée ensemble, ça fait du jaune. Ici, j'ai tapé dans Google le mot Chromaticity Diagram, ou diagram, plutôt, excusez mon accent pourri. Et c'est une espèce de fer à cheval que vous avez certainement déjà vu, parce que dans les magazines où on traite des ordinateurs pour le graphisme ou la photo, on le voit souvent, c'est un schéma qui sert à comparer des performances d'appareils en mettant des schémas là-dessus, en mettant des formes triangulaires ou pas là-dessus. On arrive à comparer les performances de différents appareils. Bon. Alors, comment ça marche? Ce schéma, qu'on appelle le diagramme de chromaticité, et je ne vais pas m'étendre énormément dessus, je vous rassure. Si ça vous intéresse, j'ai des vidéos qui expliquent plus en détail la perception des couleurs par l'œil humain. C'est très très intéressant d'un point de vue technique, mais aussi ça touche à la philosophie. Et historiquement, c'était fort lié d'ailleurs, philosophie et vision humaine. Mais voilà, c'est un schéma qui montre toutes les couleurs visibles par l'œil humain. Évidemment, là on la voit sur un écran, toutes les couleurs ne sont pas affichées. Aucun écran ne peut afficher toutes les couleurs visibles par l'œil humain, mais le schéma représente ça. Et c'est intéressant de constater qu'en fait, il y a les longueurs d'onde les plus longues du spectre des lumières visibles sont perçues comme étant rouges. Les plus courtes sont perçues comme étant du bleu. Lorsque l'œil reçoit à la fois des ondes courtes, c'est des nanomètres ici, des millionièmes de millimètres, c'est la distance entre deux sommets d'onde, puisqu'on parle d'onde. Quand l'œil reçoit à la fois des ondes courtes du spectre des lumières visibles et des ondes longues, ce qui est perçu, c'est du magenta. Quand il reçoit uniquement des ondes moyennes du spectre des lumières visibles, c'est perçu comme étant du vert. Quand il reçoit à la fois des moyennes et des courtes, c'est perçu comme étant du cyan. Et là où ça devient intéressant, quand l'œil reçoit à la fois des ondes moyennes et longues, il perçoit du jaune. C'est pour ça que quand on mélange la lumière verte et rouge, on obtient du jaune. Ce qui est tout à fait surprenant pour quelqu'un qui est habitué au mélange de pigments. Mais ceci explique cela.
Voilà. Ok. La couleur, c'est vraiment extrêmement intéressant. Il y a la perception biologique, il y a le traitement de la couleur dans le cerveau, le traitement de l'information. Il y a ce qui est culturel aussi. C'est très culturel, la couleur. Et par exemple, pour terminer avec ce schéma, je dirais juste que dans certaines cultures, le jaune n'existe pas. C'est juste un vert différent des autres. Voilà, il n'y a pas de mot pour décrire le jaune dans certaines cultures. Et donc, le jaune n'existe pas, bien sûr, il le voit, mais enfin, il y a plein de choses à dire sur la couleur. C'est vraiment un sujet très vaste et intéressant. Ok. Des questions, des interrogations philosophiques là-dessus? Bon, je pense que c'est assez intéressant, ceci. On va passer à l'image suivante et tester encore. Je voulais juste peut-être utiliser l'historique pour rapidement passer de la version ouverte, non modifiée, à la version modifiée pour comparer. Voilà. Je pense que on a démontré qu'il est possible d'améliorer très rapidement en fait une photo grâce au niveau et les 3 petits curseurs à positionner. Ça se fait en quelques secondes. Ça a duré plus longtemps ici à cause de l'explication bien sûr, mais en quelques secondes ça se fait, le positionnement des 3 curseurs. Et si on veut même coloriser, donner une coloration, descendre sur une ou l'autre des couches et bouger le curseur des tons moyens, c'est possible. Alors, autre image, donc toujours image, réglage, niveau, CTRL L sur le PC, commande L sur le Mac. Donc, en voyant l'histogramme, puisque maintenant vous connaissez le principe, vous voyez tout de suite quel est le problème de cette image. Elle n'utilise pas la totalité des niveaux de luminosité possibles dans une image numérique. Donc, je ramène le curseur là, quitte à écrêter, à faire du clipping. Oui, c'est ça, écrêter, c'est ça le nom que je cherchais tout à l'heure en français. Voilà. Puis, régler les tons moyens. Tout ça en regardant l'image derrière, bien sûr. Ça suppose qu'on a un petit sens de ce qu'est une image correcte. Je coche et je décoche la case aperçue. On voit qu'on a réussi à supprimer un effet de voile sur cette image. Je rebouge les curseurs parce que les noirs sont peut-être bouchés. Si je vais trop loin ici, toutes ces informations deviennent noires. Tout ce qui est à gauche du curseur devient noir. Et donc il est possible que les parties sombres deviennent complètement bouchées. On appelle ça bouché. C'est-à-dire que voilà, il n'y a plus de détails dedans. Donc il faut faire attention. Bien. Ok. Image suivante, celle-là. Image réglage niveau. Ok, donc celle-là n'a pas trop de problème en fait. Si ce n'est qu'il y a une énorme quantité de pixels de cette intensité lumineuse. Oui, il y a un gros pic ici. Est-ce que c'est un problème? Mais pas nécessairement. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que la forme de l'histogramme, les différentes bosses, oui, s'il manque une grande partie à gauche et une grande partie à droite, on peut se douter qu'il y a un problème technique sur l'image. Au moment où elle a été photographiée, où elle a vieilli, le papier a vieilli, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé et on peut peut-être l'améliorer. Mais la forme générale d'un histogramme, contrairement à ce que certaines personnes vont peut-être vous dire, on ne peut pas vraiment juger de la qualité de la photo en regardant la forme, parce que pourquoi est-ce que j'ai énormément de pixels de cette intensité-là? Ben, c'est clair quand on regarde l'image, c'est parce qu'il y a le ciel qui est là, avec énormément de pixels d'une intensité très semblable. C'est bêtement ça. Est-ce que c'est un problème dans l'image? Ben non, c'est normal qu'il y ait le ciel. C'est comme
Je ne vais pas les ouvrir ici, mais c'est comme quand vous ouvrez une image de paysage de neige. Vous avez énormément de pixels clairs, vous aurez une énorme bosse ici, et très peu de pixels sombres. Mais c'est normal, c'est un paysage de neige. Et quand vous avez une vue de nocturne, la nuit, c'est l'inverse, vous avez énormément de pixels sombres et peu de pixels clairs. Vous photographiez des chalets dans la neige. Les chalets sont en bois verni sombre. Vous allez avoir une grosse bosse dans les sombres, une grosse bosse dans les clairs et rien au milieu. Ben, c'est normal, c'est une image contrastée. Il y a des chalets noirs entourés de neige claire. Logique qu'il y ait peu de pixels moyens. Donc chaque image est particulière et c'est difficile, voilà, en regardant un histogramme, de juger de la qualité de l'image. Sauf peut-être si vous faites des photos en studio, où là, vous êtes censé avoir un peu toutes les nuances, tous les niveaux de luminosité dans votre photo. Au final, l'histogramme peut éventuellement vous servir dans ces cas-là. Donc ici, je ne pense pas qu'on va pouvoir améliorer énormément l'image, si ce n'est peut-être un tout petit peu en faisant ceci. Peut-être les parties les plus sombres, comme ça aussi. Faut tenter, faut tenter. Ok, case aperçue avant-après. Ouais, on a réussi à donner un peu plus de dynamique à l'image. Donc vous voyez pourquoi je vois ce réglage niveau dans la foulée du réglage accentuation utilisé avec un rayon fort et un gain faible. Parce que au niveau du résultat, c'est un peu similaire, on augmente la dynamique de l'image. On part de quelque chose d'un peu terne et on obtient quelque chose avec plus de niveau de luminosité, mais c'est deux approches différentes. Ok, ici, voyons ça. Alors oui, il y a des personnes qui se spécialisent dans la restauration de photos anciennes. Voilà. Commercialement, c'est un peu un flop, parce que tout le monde aime bien Grand-Père, mais pas au point de dépenser 20 € pour avoir une version améliorée de sa photo. Pour le dire de manière cynique. Par contre, il y a un mouvement qui existe en cas de catastrophe naturelle. Vous savez que les gens récupèrent leur album photo parfois fort détérioré, et il y a des gens qui bénévolement vont améliorer les photos pour voilà, récupérer les photos que les gens aient leurs photos améliorées sans les taches d'humidité ou d'incendie, etc. sur les photos, les cendres, etc. Donc, mais je pense que la retouche photo de photos anciennes, l'amélioration, c'est un hobby, mais pour en faire un business, ça va être difficile. D'après ce que j'ai pu voir, c'est ça. Et donc voilà, tout ça pour dire que toutes ces griffes pourraient être supprimées. On peut même parfois, quand il manque une partie de la photo, recréer, redessiner. Alors essayons ici, image réglage niveau. Bon, clairement, ça se voit, il n'y a que des tons moyens dans cette image. Bon, différentes intensités de tons moyens, bien sûr, c'est pour ça qu'on voit quelque chose, mais il y a très peu de tons foncés et clairs, et donc en faisant ceci, voilà, en bougeant le curseur du milieu, on arrive à recréer un peu ça. Pas évident, parce qu'il y a la robe de la mariée qui est blanche, avec du détail, il ne faudrait pas le perdre. Il y a les cheveux qui sont sombres, il ne faudrait pas que ça devienne un gros pâté noir. Il y a du détail à conserver aussi. Donc il faut bien trouver le bon réglage. Donc je pense qu'ici, quand même, vous voyez qu'en moins d'une minute, on arrive à déjà améliorer énormément la qualité de l'image. Donc après avoir cliqué sur OK, si je reviens dans le réglage niveau, ceci, je devrais retrouver la même forme, mais sur toute la largeur. Cette image utilisera tous les niveaux de luminosité possibles dans une image numérique. Image, réglage, niveau. Voilà, c'est bien ce que j'avais dit.
Même forme, mais qui utilise toute la largeur. Et on voit cet effet de peigne dont on a parlé tout à l'heure, qui est typique quand on travaille sur une image RVB, 8 bits, ou avec peu d'informations, peu de nuances en fait. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, c'est pas grave. C'est juste suite au traitement numérique, il y a des choses qui se sont passées. Ok. Donc pourquoi je n'utilise pas la pipette blanche et noire pour trouver les références? Parce que je n'en ai pas besoin, parce que je vois où est le ton le plus foncé et où est le ton le plus clair, ici je le vois. Et c'est un travail qui se fait beaucoup à l'œil en regardant le résultat visuel. Donc je n'ai pas nécessairement besoin d'utiliser la pipette blanche et d'aller indiquer quelle est la partie la plus blanche de l'image. Où est-elle d'ailleurs, la partie la plus blanche de l'image? Ici. Bon, ben, ça peut être le papier sur le bord en fait. Voilà. Et la partie la plus noire, ça peut être le pied de la table. Voilà. Donc, ça fait le même boulot que ce que je fais manuellement. Sauf que j'ai moins de contrôle. Et en fait, ça l'a fait dans les couches, dans ce cas-là, parce qu'on travaille sur une image RVB. Oui, parce que si on est sur RVB, là, on ne voit pas que les curseurs ici ont bougé. Et pourtant, l'histogramme s'est étendu. C'est parce qu'en fait, tout le travail par les pipettes a été fait dans les couches rouge, vert et bleu. Voilà. Et en plus, ça joue sur les couleurs, hein, parce que la pipette, quand on double-clique dessus, il y a le sélecteur de couleurs qui s'ouvre. Enfin, pas la blanche et la noire, mais la grise qu'on verra plus loin, oui. Voilà, donc personnellement, je préfère quand même faire ça manuellement. Donc, ça c'est l'original. Ça c'est ce que j'avais obtenu. Ça c'est ce qu'on a obtenu par les pipettes. Ce que j'avais obtenu, ce qu'on a obtenu par les pipettes. Donc moins de contrôle sur les résultats, quoi. Ça n'apporte pas grand-chose. Mais pourquoi pas, ça peut être une méthode de travail, les pipettes. Il y a aussi le réglage automatique. Je crois pas qu'on l'a vu, il était là quelque part certainement. Voilà, auto. Là, les pipettes vont trouver automatiquement le ton le plus foncé et le ton le plus clair. Dans une certaine mesure, parce qu'il y a des options ici où on peut régler certainement les... oui. Bon. Voilà, auto. Ah, ça n'a pas fait grand-chose finalement, ça. Hein. Si on regarde l'avant-après, ici, ah oui, l'avant-après, j'aurais pu le voir. Bien sûr, puisque je suis pas sur un calque de réglage. Voilà. Voilà, là aussi, je suis pas convaincu du résultat. Ça reste encore terne. Avant, après, ça c'est le réglage automatique. Mais enfin, vous pouvez poser la question, oui, en effet, sur les pipettes et sur le réglage auto. Ok. Ok. Bien. Je vais enregistrer ça au format PSD pour mes archives. Au fait, les documents que j'ai fait précédemment, je vous les ai mis sur le serveur à côté des vidéos. Comme ça, si ça vous intéresse, vous avez non seulement les documents que vous avez faits, mais vous avez aussi les miens. Sait-on jamais. Et donc ceux-là, je les mettrai aussi sur le serveur.
Ah oui, elle s'appelle Bicycle Background, oui. Bizarre, en effet. Ben, certainement parce que c'est utilisé dans un contexte où on parle de bicyclette. Peut-être bien, oui, oui. Oui, oui. On va pas faire de blagues scabreuses sur la bicyclette. Voilà, j'avais oublié de l'enregistrer, c'est pour ça que j'ai refait la correction et je l'ai enregistré. Voilà.